laisse la place à Farida, que je vais vous présenter en quelques mots. Nous étions collègues naguère dans deux lycées francophones d'Istanbul. Donc, Farida a enseigné les mathématiques comme discipline non linguistique, comme on dit. Et depuis, elle a brillamment fait carrière, car elle est désormais docteur en didactique des mathématiques, tout en enseignant en parallèle dans le second degré et dans l'éducation prioritaire à Marseille. Et son travail de thèse a justement porté sur les modes d'apprentissage des élèves, et notamment à travers le processus de construction d'une réponse mathématique à un problème soumis à des groupes d'élèves. Elle a analysé à la fois leurs interactions langagières, mais aussi les écrits partagés au sein de ces groupes constitués pour produire une réponse collective, ce qui permet de montrer la dynamique portée par le travail de groupe. Et toute cette observation éclaire les cheminements cognitifs de chaque élève à titre individuel, en développant aussi d'autres types d'apprentissage que le strict savoir en jeu. C'est-à-dire que ces élèves-là, ils apprennent les maths, mais ils apprennent aussi d'autres manières. Il y a une dimension socialisante et cognitive. Et cela influe, bien entendu, sur la qualité des interactions initiées par l'enseignant. Au niveau de l'université, la diversité des parcours des étudiants et des étudiantes, mais aussi la diversité de leurs origines sociales et scolaires, invite à considérer les cheminements cognitifs très variés dans les modes d'apprentissage. Et d'après Farida, qui cite le mathématicien Gustave Choquet, voilà, le professeur peut, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Laurent, on peut préparer avec conscience un beau cours, rigoureux et limpide comme l'eau claire d'une source, je cite, et s'étonner lors de l'examen que cette eau pure se soit muée dans un liquide trouble peu appétissant. C'est donc que la beauté de la matière enseignée et la clarté de l'exposé ne sont pas suffisantes et ne sont peut-être même pas absolument nécessaires. Fin de citation. Alors, à toi la parole pour nous présenter avec les outils issus de la didactique des mathématiques la manière dont on peut produire des contenus qui invitent les étudiants à faire preuve de créativité. Et puis aussi, tu vas nous présenter les outils d'analyse de leur cheminement cognitif par le développement de projets d'enseignement-apprentissage. Je peut-être un petit peu, puisque je parle aujourd'hui depuis l'IREM d'Aix-Marseille. Je suis membre aussi, je ne sais pas si les non-matheux connaissent les IREM, mais l'IREM, l'acronyme d'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, qui sont des groupes initiés depuis les années 70. Alors, un groupe IREM se constitue d'un enseignant-chercheur qui en est le président. Ici, par exemple, à Paris, vous avez Fabrice Van Groupe qui est président de Paris. Et puis après, d'autres enseignants-chercheurs et des enseignants secondaires et du primaire qui collaborent à une réflexion collective, production de ressources et production de formation. Donc, je suis à l'IREM de Marseille et les IREM se déclinent dans divers groupes. On trouvera des groupes, par exemple, qui s'intéressent à la didactique de l'apprentissage, on aura un groupe lycée, on aura un groupe autis, on aura un groupe, dont je vous parlerai à la fin, qui s'intéresse à la transition secondaire supérieure. Donc voilà, ce sont des espaces collaboratifs de production et de contenu et de réflexion sur l'enseignement de la mathématique, plus précisément. J'ai un peu modifié parce que je vais terminer les apports, je suis beaucoup plus modeste puisque je parlerai de quelques apports de la didactique des mathématiques, me semble-t-il, et donc vous allez voir toutes les cas de précision portées par les quelques remarques que j'apporterai, j'espère que vous aurez une réflexion collective ici. Donc je commencerai par quelques remarques sur l'intitulé de la journée, puisqu'il n'y aurait pas été par jeudi, je ne savais pas trop quoi faire, donc je ne sais pas, je vais mettre l'exposé didactique des mathématiques en tant que tel, mais d'essayer d'apporter ma petite pierre à cette réflexion collective. Donc je reviendrai sur deux des termes dans le titre de cette journée, avant de faire quelques remarques sur la population étudiante, le regardant depuis mon point de vue et de formatrice en formation initiale à un master de l'enseignement, formation continue. C'est une population L1 et L2 avec laquelle je commence à travailler dans le cadre de l'audit de pré-professionnalisation de l'enseignement. C'est ma casquette. Je commence à m'intéresser à cette population-là de manière très récente. Ensuite, j'ai sélectionné quelques concepts de la didactique qui, j'espère, nourriront la réflexion commune.
avant de vous montrer, à partir d'un rapport du CNESCO, même si le CNESCO n'est plus référencé objectivement, explicitement par le ministère, il continue à produire des rapports indépendants. Et donc dans ces rapports, un des derniers rapports issus dans le monde des mathématiques porte sur justement cette transition supérieure, secondaire supérieure dans le sens, et qui fait un état des lieux de la recherche internationale et française en didactique des mathématiques. Et précisément, avant de développer des pistes de travail collectives, toujours la casquette m'amène à penser didactique des maths, et voir même des questions vives si certains sont intéressés par des projets de recherche qui vont nourrir là aujourd'hui les séminaires actuels, voire des revues qui paraîtront. C'est un sujet de recherche très prégnant aujourd'hui sur cette transition-là. Donc le titre de cette journée, comme je vous le disais, c'est Pratiques pédagogiques innovantes et numériques à l'université Sorbonne Paris-Nord, stimuler la créativité, collaborer, valoriser et prôner l'enseignement-apprentissage. J'ai fait une petite enquête sur plusieurs des termes, mais j'en retiens deux. Si vous sont intéressés, je pourrais donner les résultats de la petite enquête, et l'enquête étant entre guillemets, puisque c'est une terminologie que j'utilise aussi un peu plus tard, sur pratique pédagogique, et je suis restée à pédagogie en réalité, et créativité, qui étaient des termes qui peuvent apparaître comme transparents. Et il me semblait qu'on avait besoin quand même d'une définition commune pour pouvoir travailler ensemble dans ces perspectives-là. Que ce sont des mots qui malheureusement ont des acceptions extrêmement diverses, voire polysémiques et peut-être même antinomiques suivant ce qu'on considère. Voilà la fameuse citation de Gustave Choquet, un grand mathématicien de la deuxième moitié du XXe siècle et qui a apporté sa pierre à l'édifice de l'enseignement des mathématiques au point que son manuel d'analyse aujourd'hui est encore un document de référence et encore utilisé par beaucoup d'enseignants dans le cadre de la préparation à l'agrégation de la mathématique par exemple ou dans le cadre de l'enseignement en master aujourd'hui. Donc le professeur prépare avec conscience un beau cours rigoureux et limpide comme clair comme source et s'étonne dans l'examen que cette option se soit mue en un liquide peu appétissant. C'est donc la beauté de la matière enseignée, la mathématique évidemment c'est belle, et la clarté de l'exposé. Évidemment, les mathématiques s'exposent clairement, on a forcément des démonstrations, un beau théorème parfaitement énoncé, de belles conditions, une très très belle démonstration, on ne sait pas pourquoi on a fait appel à tel type de connaissances. Donc, la clarté de l'exposé ne sont pas suffisantes et ne sont peut-être même pas absolument nécessaires. Ce qui m'intéressait ici, c'est la nécessité de cette clarté de l'exposé, et qui revenait un peu sur ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir des productions de connaissances ou d'accessibilité à des connaissances sans forcément qu'elles soient limpides. Donc, ici cité par Marc Rogalski dans la gazette de la SMF, la Société mathématique de France. Je reviens donc sur les deux termes que j'avais choisis, c'est-à-dire que le terme de pédagogie, je reste plutôt que pratique pédagogique, qui a amené simplement à l'interroger sur les pratiques et des méthodologies. J'ai préféré choisir le terme de pédagogie qui englobait, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus global que simplement une méthodologie. Et là, je suis allée voir le CAFI, bêtement, et là, ça commence à être un peu plus compliqué que ça n'avait l'air. Donc voilà, on parle d'instruction, éducation des enfants de la jeunesse, donc c'est le premier sens qui est donné, et deuxième sens aussitôt, c'est une science. Qui dit science, dit cadre théorique, dit conceptualisation, dit technique d'enseignement, justement. Et qui dit science, dit objet et d'enseignement et d'apprentissage, de la pédagogie. Et du coup, la pédagogie, ça prend de l'éducation des jeunes, qui étudie les problèmes concernant le développement complet. Donc on retrouve ici plusieurs aspects de l'enseignement physique, intellectuel, moral, spirituel de l'enfant et de l'adolescent. On s'arrête à l'adolescent pour l'instant. On ne parle pas de formation des adultes dans les qualifiés. Ou encore l'ensemble de méthodes, et là on revient à quelque chose de plus méthodologique, avec pour objectif d'assumer l'adaptation réciproque d'un contenu de formation et des individus à former. Là peut-être que le cadre de la formation des adultes, jeunes et moins jeunes, pourrait entrer là-dedans. Et on aura une démarche qualitative qui est ici, faire preuve de pédagogie signifie être bon pédagogue, avoir du sens pédagogique, donc une acceptation très positive de l'univers. Wikipédia, de son côté, je vous évite la lecture, je vous le laisserai si vous voulez, c'est une capture d'écran du mot pédagogie, et là on va retrouver Ferdinand Buisson, qui, je mettrai la veille, je crois que c'est 1930,
publie son fameux dictionnaire de la pédagogie, qui est disponible sur le site de l'IFE, pour qui c'est une science de l'éducation. Elle retrouve un peu de connaissances qu'on l'a trouvé dans Delphi, Durkheim aussi, qui est ici, qui est souligné. Donc le paragraphe de Durkheim est un petit peu plus gros parce qu'il a essayé d'apporter, semble-t-il, une réflexion sur la pratique et d'engager le mouvement scientifique que sous-entendait la définition de la pédagogie de la science. Françoise Claire, plus récemment, donc c'est un ensemble de savoirs scientifiques. Là, on commence à avoir la terminologie de savoir. On est tout simplement dans des méthodes et des pratiques, mais on a des savoirs qui apparaissent. Je ne connaissais pas Franck Morandi, je ne suis pas allée plus loin dans mon enquête, pré-enquête ici. Mais une chose qui m'intéressait, pour laquelle je vais garder, c'est pédagogie didactique. Je parle du point de vue didactique, donc a priori, il y a quand même une distinction forte que ici, Wikipédia souligne en se référant davantage à la didactique des disciplines. Il y a des mouvements didactiques aujourd'hui qui cherchent à s'écarter des disciplines, mais pour l'instant, on reste associé à un savoir donné. D'où on travaille sur la didactique des mathématiques. Je ne vais pas vous en faire. Je ne vais pas vous assommer de mathématiques, il faudra toujours imaginer que le développement de ces concepts sera toujours adossé à un savoir particulier. Une didactique des langues, une didactique du français, une didactique de la physique, et ici une didactique de mathématiques. Un peu plus loin, ici, pédagogie. Je n'ai pris que le sommaire, je ne suis pas allée voir ce qui existait. Mais voilà, c'était juste pour montrer de l'acception. Enfin, le mot pédagogie revêtait énormément de choses, qui peut être un des premiers travaux à faire, va être de s'entendre sur une définition de pédagogie. Je ne suis même pas, je suis aussi allée voir dans la pédagogie du supérieur, qui n'apparaît pas ici, dans Wikipédia, mais qui est un champ de recherche aujourd'hui, avec une revue dédiée, la revue RIPES, recherche, je l'ai vu, nationale. Internationale, pédagogie dans la pédagogie dans l'enseignement. C'est un énorme champ de recherche avec énormément de publications, donc ce n'est pas un sujet anodin de penser pratique pédagogique ou pédagogie du supérieur. C'était juste pour poser. Et créativité. Alors, je ne vais pas aller, je ne vais pas rester. Voilà. C'était de montrer un petit peu toutes les problématiques qui peuvent se poser au niveau de termes qui sont transparents a priori, et puis en fait, il va falloir de toute façon interroger. Ici, je n'ai pris que le sommaire des termes de créativité de Wikipédia. Sachez qu'il y a un forum international à Doha qui, tous les ans, donne des dizaines de milliers d'euros aux enseignants créatifs, innovants, etc. Qu'un numéro spécial de la revue CRAP est sorti sur enseigner la créativité. Donc, c'est aussi un domaine de questionnement. Recherche, c'est peut-être un grand mot, parce que je n'ai pas trouvé vraiment de recherche du point de vue de la discipline qui cherche à définir ce terme-là. Mais c'est quand même quelque chose de très très prégnant aujourd'hui. Le numéro de 2011, Imagine, Learn and Creative Teaching, je crois que c'était 2010, 2021 et 2020, le forum de Doha. Voilà. Premier état des lieux, c'est je ne sais toujours pas très bien de quoi je parle quand je parle de créativité, quand je parle de pédagogie. Je n'ai même pas touché au mot innovation, que j'ai cherché aussi. Et là, c'est pareil, c'est un bouffon. J'évoquais aussi, voilà, l'enseignement du supérieur. J'ai choisi volontairement le point de vue des étudiants. Il y a un mouvement dans la pédagogie du supérieur, en train de glisser des problématiques de l'enseignant, puisque c'est un cours avec une terminologie, avec la prégnance encore du cours magistral, la technique de lecture, et qui ont vécu aussi la prégnance du cours magistral qui continue, même si se décline à travers des PD, mais il reste un discours. Il reste un discours sur le savoir que les enseignants, que les étudiants vont apprendre, sauf que la sociologie des étudiants a énormément modifié la donne dans ce discours transmissible, dans cette projection transmissible du savoir. J'ai juste pris l'ADEP, le dernier qui est sorti, donc il n'en manque qu'à 2019, et je me suis intéressée au WISI. Donc ici d'abord, qu'est-ce qui se passe en licence chez les étudiants. Donc c'est vraiment le dernier repère qui va sortir sur les besoins des étudiants. Et donc le passage en deuxième année, on a des parcours aménagés, allongés, de compléments parallèles, donc on a énormément de dispositifs pédagogiques pour le coup, qui sont intitulés comme tel, mais qui à l'arrivée donne quand même pas si efficace que ça, puisque seul
45% des étudiants passent. Beaucoup d'entre eux, dans une première année, sont réorientés et on a quand même une déperdition de non-inscrits l'année suivante. Un deuxième graphique qui me semblait intéressant, donc je les donnerai les graphiques si vous voulez. Ici, c'est les WICI qui sont apparus avec Parcoursup en 2018. Et le WICI conditionne l'étudiant à intégrer un dispositif complémentaire puisqu'on estime que son niveau d'entrée pour réussir une première année de licence ne lui permettra pas de réussir cette première année de licence. Donc ici, on a énormément d'élèves qui étaient en candidat, qui deviennent étudiants, à condition de suivre le dispositif. Et par contre, je n'ai pas trouvé d'études de ce dispositif parallèle. C'est pour pas de système d'évaluation qui est conçu encore, à l'échelle de l'université. Je ne les ai pas trouvés, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, mais je les ai cherchés. Je n'ai pas trouvé de dispositif d'évaluation externe, de réflexion sur quels sont les parcours ménagers. On a été sollicité en tant qu'IREM, je dis ça parce qu'on a été sollicité en tant que professeur du secondaire, puisqu'on sous-entend que le professeur du secondaire développe une certaine pédagogie pour intégrer le dispositif complémentaire en L1. Donc la L1 est une année justement de transition aussi où il y a les professeurs du supérieur qui acceptent que les professeurs du secondaire viennent de manière moins formalisée que d'autres statuts pour venir aider les étudiants, puisque eux ne peuvent pas le faire. C'est ma conclusion, mais il me semble que c'est quelque chose qui a été dit de plus en plus. De plus, il y a le dispositif de pré-professionnalisation qui apparaît pour l'ESP, dès la L2, et idem, ce sont encore des enseignants du secondaire qui vont être sollicités pour cette phase de pré-professionnalisation des enseignants du supérieur ayant en charge uniquement les contenus de savoir liés à la licence que fréquentent ces étudiants. Ici, donc, il y a entre guillemets une hiérarchie dans l'aspect pédagogie secondaire supérieure, déjà du point de vue des enseignants. Une hiérarchie que je n'interrogerai pas ici, parce que j'ai voulu rester sur la population étudiante, mais qui sera peut-être l'objet de travaux ultérieurs au sein du groupe, avec des gens motivés pour regarder un peu ce qui s'y passe. Ensuite, j'ai juste fait un article qui me plaît énormément. J'ai trouvé un, toujours sur ma petite enquête sur la population des étudiants. Ici, un petit témoignage dans le monde sur le spectre du décrochage qui pèse sur les étudiants en licence. Donc, Jean-François Pérez, qui n'est pas cité, est un enseignant-chercheur et qui affirme au début du confinement, donc en avril 2020, qu'il sait que tous les professeurs font tout ce qu'ils peuvent, les étudiants qui vivent seuls, sans connexion Internet, ne parviennent plus à se projeter, ni sur la façon de suivre leurs cours, ni sur la façon dont ils vont être évalués. Donc voilà, une inquiétude relatée par un enseignant-chercheur, tout ce qui est intangible près de l'angoisse. Donc c'est intéressant aussi, puisqu'on reviendra après sur les contenus qui sont peut-être intangibles par moment, et qui peuvent créer de l'angoisse, je ne sais pas, mais en tout cas une distorsion entre les attendus et le travail produit. C'est moi qui souligne là, le décrochage est un phénomène permanent, en particulier en première licence, où c'est généralement autour de 35 à 40%. C'est ce qu'on a vu dans les chiffres tout à l'heure. Donc c'est toujours l'article de presse, hein. C'est juste une reprise d'article de presse. Il n'y a donc aucune raison pour que ne s'aggravent pas en de telles circonstances, c'est-à-dire la pandémie telle qu'elle a commencé à se mettre en place, telle qu'elle continue à perdurer, à perturber profondément le déroulement des études universitaires de nombreux étudiants. À Poitiers, par contre, le président de l'université a relevé que 20 à 35%. Raison d'être optimiste, 25 à 30% des étudiants de première et deuxième année de licence ne répondaient plus à aucun mail. Donc voilà, elle avait carrément disparu tard. Un taux qui tombe à 8 ou 10% en troisième année de licence et à 0% master. Les effectifs aussi entre 8 et 22 étudiants par formation. Donc peut-être voir un petit peu au niveau de l'appétence des étudiants suivant leur évolution dans le circuit universitaire. Les étudiants, après à devenir autonomes, et a priori ne sont pas. Donc ils le sont en master, mais ils ne sont pas. Donc, je ne fais que poser des questions entre là une petite enquête de terminologie, de regard un peu de. Ensuite, suite à cette petite enquête, donc on a relevé des grandes difficultés chez les étudiants des 2 premières années. On a relevé que la terminologie de pédagogie n'était pas très claire. Je vous propose quelques concepts de la didactique, des mathématiques,
qui pourront peut-être les éclairer et les définir si certains d'entre nous les connaissent. Donc, c'est moi qui ai fait ce choix, il est certainement arbitraire, il y a peut-être d'autres concepts qui pourraient nous intéresser pour essayer d'analyser, de comprendre un peu les quelques éléments que j'ai formulés jusqu'ici. Donc le système didactique, il date du début de la didactique des mathématiques, c'est-à-dire depuis les années 70, c'est un triptyque. La nouveauté, c'est qu'on sort de la dualité enseignant-enseigné et qu'on intègre le savoir, à savoir qu'on aura des deux. Je vais parler de triangle classique, où on a savoir enseignant-enseigné, où le savoir est en relation avec l'enseignant, puisqu'il va agir dessus, et il est aussi en relation avec l'enseigné, puisque l'enseigné va être agi par un savoir et va agir dessus. Donc ici, on a une rupture avec cette fameuse dualité où ça ne se passe qu'entre le prof et le maître et l'élève. Et donc ce processus a été formalisé, théorisé par Yves Chevallard, père de la théorie anthropologique du didactique, et j'ai oublié de préciser que je travaille avec ce cadre théorique plus spécifique. Donc la transposition didactique, ici, va s'intéresser à qu'est-ce que le savoir qu'on va enseigner. Il est forcément différent du savoir qui est à l'origine. Donc on va distinguer, on va voir ici, voilà. Le dessin classique que vous retrouvez appris partout. Donc on a un poème d'organisation mathématique, donc on peut mettre organisation du savoir au sens général. Il y a un savoir savant qui est produit. Le statut d'enseignant-chercheur fait qu'on est toujours en relation entre le savoir savant, puisqu'on est producteur de savoir, donc quand on a accès à des savoirs qui sont produits ou en train d'être produits, et le savoir qu'on va enseigner. Donc il va subir une métamorphose, il va être apprêté pour être enseigné. Donc il faut être conscient des métamorphoses qu'il va subir pour les enseignants, pour les étudiants. Donc ici, on va rendre enseignables des savoirs savants. On ne peut pas donner un livre, je parlais du livre de Gustave Choquet sur l'analyse tout à l'heure, en N1, il y a des éléments de ce livre qui sont enseignés. Vous voyez quelques matheux, la continuité, voilà, elle est là-dedans, les suites de fonctions sont dedans, on peut les enseigner en N1, simplement se dire qu'il est absolument inabordable en N1 ou en N2, accessible pour certains d'ailleurs. On va donc réfléchir à l'organisation du savoir qu'on veut enseigner. Là, on évoque la noosphère, donc l'institution légitimante pour les chercheurs, les producteurs de connaissances. La noosphère, ça peut être ces mêmes chercheurs. Par exemple, on a dit la grande différence entre le secondaire et le supérieur, c'est que le secondaire est cadré par des contenus de savoir, par ce qu'on appelle une programmation, un programme décidé en haut lieu, sur lequel l'enseignant en degré n'a absolument pas son mot à dire. Alors que l'enseignant-chercheur, au centre, au cœur de son université, peut agir sur les contenus dans un collectif donné, avec des tensions certainement données, mais ce n'est pas du tout le même positionnement par rapport au savoir. Donc l'institution scolaire, elle, scolaire au sens d'une école, au sens générique, c'est-à-dire un lieu où on va apprendre quelque chose, va décliner cette organisation du savoir pour l'enseigner. Et puis après, à la fin, in fine, on a quand même l'étudiant, l'élève, le formé, le stagiaire, qui a appris quelque chose. D'où ma question tout à l'heure, c'est à un moment, il faut que l'enseigné, quel qu'il soit, ait le sentiment d'avoir appris quelque chose, sinon il y a tromperie. Et tromperie qui peut provoquer ces fameux décrochages. D'autres concepts didactiques, donc voilà, donc j'ai mon système didactique, une organisation du savoir, et puis après, il se passe quelque chose dans le. Je regarde juste. Je regardais ici, en fait, c'est-à-dire que dans le projet d'enseigner, je fais mon cours, quelle qu'il soit la forme, les élèves l'apprennent, et dans ce cadre du cours, on va retrouver ici ce qu'on appelle le triptyque de la chrono, topo et mésogénèse. Je vais aller très très rapidement là-dessus. C'est la chronogénèse, c'est réguler les avancées du savoir. On fait une programmation, quelle qu'elle soit, quel que soit l'enseignant, quelle que soit sa méthodologie d'enseignement, il va organiser, il va structurer en disant on va commencer par ici, on va passer là, on va ritualiser ou on va pas ritualiser, on va faire un exposé du savoir, on va commencer par des télés, on organise le savoir. C'est l'équivalent du syllabus, quoi. Oui, complètement. Deuxième étape, on va se répartir les tâches. C'est moi qui suis au tableau, c'est moi qui projette, s'il y a un tel élève. Ce sont les élèves, je vais les mettre en groupe, je vais donner des rôles, je vais accepter que les élèves me posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre ou pas, etc. Positionner en sachant que
Les élèves, les étudiants peuvent prendre ponctuellement le rôle d'enseignants. Ils vont enseigner à leurs camarades, dans des cadres de groupe. Donc, topogenèse n'est pas fixée simplement au statut donné. Il y a 2 statuts, enseignant-enseigné, mais ils ne sont pas fixés à une personne donnée dans un groupe. Et la mésogenèse, c'est, voilà, je vais vous faire étudier ceci, donc je vais créer un milieu d'études. À travers une photocopie, des documents, une vidéo, une projection, une mise en scène, etc. Donc ce triptyque me permet d'analyser beaucoup plus finement, je vais très vite, on a une analyse, beaucoup plus finement ce qui se passe en cours, dans un acte d'enseigner, dans un acte didactique et plus. Et ce triptyque définit ce qu'on appelle le contrat didactique. Donc par exemple, moi mon sentiment avec la stagiaire, c'est qu'il y avait une rupture du contrat. Je suis venue pour apprendre quelque chose, je repars avec le sentiment que je n'ai pas appris, donc du coup je suis en rupture du contrat. Ça peut poser des conflits, des dysfonctionnements. Donc affirmer les termes du contrat, qu'ils soient implicites ou explicites, implicitement acceptés ou explicitement rejetés, ça fait partie de ce qu'on appelle le contrat didactique. Je vais aller un petit peu plus vite. Un usage de ces concepts, je vous ramène, je vais aller très vite, c'est donc le fameux rapport du CNESCO qui vient de sortir, par Ghislaine Guedet et Fabrice Vandegro. Donc Ghislaine Guedet est didacticienne, qui s'intéresse, ce sont tous les deux des didaticiens de mathématiques qui travaillent depuis très longtemps sur l'enseignement supérieur. Je vais faire rapidement, je crois que c'est un terme de temps, un petit résumé de ce qu'ils ont relevé par rapport, donc je vous ramène à ce rapport téléchargeable aisément. Donc, dans la transition secondaire-lycée, ils font une espèce de revue de littérature en état des lieux de la recherche en didactique des mathématiques en 2018. C'est pas si vieux. Et donc là, les anglo-saxons, par exemple, parlent d'une pensée mathématique élémentaire contre une pensée mathématique avancée, qui crée une rupture d'apprentissage chez les étudiants. Le statut des notions. Certaines notions vont passer d'objet d'étude à objet qui va me permettre d'étudier des structures beaucoup plus complexes. Donc, avec ces structures en mathématiques devient un handicap. Ensuite, les pratiques attendues souvent chez les enseignants sont des pratiques des mathématiciens professionnels, mais qui ne sont pas explicitées. Donc, on va leur demander de reprendre une démonstration, on va leur demander d'être capable de la ressortir, de la transposer à un problème similaire de généralité, sans qu'on leur ait montré comment ça existe, comment ça marche. Le langage des symboles mathématiques, qui eux participent d'une volonté beaucoup plus forte sociale, qui est de contraction du symbole, du signe. Donc derrière, on est dans les abréviations, etc. Et un étudiant pense que plus c'est contracté, plus c'est clair, plus c'est mathématique. Plus j'utilise le symbole, à bon escient, mauvais escient, machin, plus c'est clair et plus je comprends et plus ça fait maths. Sans comprendre qu'il y a quand même un usage de ces symboles qui est à apprendre. La culture institutionnelle entre secondaire et supérieur, je reviendrai très rapidement tout à l'heure sur un professeur du secondaire, il prépare au bac, grosso modo, et un prof du supérieur, il prépare à la grève, voire à la recherche, grosso modo, pour la faire très simple. Donc un élève de seconde, il a la même pression pour le bac qu'un élève de L1, parce que si tu arrives en L1 de bac, c'est parce qu'il faut faire la grève. Donc tout est piloté, mais sauf que les exigences des examens ne sont pas les mêmes. L'un est une exigence sociale, l'autre, l'agrégation, est une exigence élitiste. Donc c'est pas du tout la même institution. Donc il y a un changement de contrat didactique. Mais simplement dans l'organisation, pour le coup j'ai utilisé le terme pédagogique, un amphi n'est pas un TD, n'est pas donc ce qui se passe en amphi, n'est pas ce qui est attendu en TD, donc il y a des ruptures permanentes pour les étudiants, qui même peuvent mettre 3 ans, 4 ans avant de découvrir qu'ils ne font pas la même chose. Dans l'attendu du même professeur n'aura pas les mêmes attentes dans un amphi et dans un séance de TD. Donc voilà, je vais vite là-dessus. Dans ce même document, il y a quand même des propositions de changement dont je vous fais part ici. Alors, la notion d'ingénierie locale, je n'en ai pas parlé, mais l'ingénierie, c'est une production de contenu contrôlée par la didactique avec les praticiens, donc dans une démarche de recherche collaborative, comme peuvent les appliquer les IREM. Les IREM produisent normalement l'ingénierie. Impliquer activement les étudiants à donner du sens au savoir, ça me semble une évidence. On déclinera plus tard comment on peut donner du sens au savoir. Le numérique, peut-être une piste, mais il reste une piste, il ne reste pas un objet d'innovation fini. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on est tous convaincus après une année de pandémie à distance que le numérique n'a pas tout résolu, d'autant plus que les pratiques des étudiants
du numérique sont des pratiques sociales et ne sont pas des pratiques pour l'apprentissage. Donc ce glissement, il faut aussi l'accompagner. Des dispositifs d'échange entre IREM, donc je vais vous donner l'exemple des IREM, entre enseignants du secondaire et supérieur, je vais vous donner les exemples des IREM, mais il y a d'autres propositions, il y a des laboratoires de mathématiques qui existent aussi. Et puis ma dernière, c'est la pédagogie de l'enquête. La terminologie pédagogique, évidemment, c'est une exception propre. Voilà. Ici, pour Chevalard, on va retrouver un petit peu ces idées d'enquête qu'a pu développer Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des questions qui n'étaient pas prévues à l'avance. Dans cette pédagogie d'enquête, ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu, c'est que j'ai enquêté sur qu'est-ce que c'est que cette journée, comment je peux m'y insérer. Ma micro-enquête autour des terminologies, chercher une définition, j'en ai rencontré d'autres, donc ça a fait qu'élargir le champ. Donc le savoir mathématique, puisqu'on a une théorie anthropologique, donc on a la prétention, les données qui vont avec, de chercher à interroger le cognitif et didactique de manière beaucoup plus large que simplement dire un savoir, mais pour l'instant, il ne peut pas épistémologiquement être distendu de ce savoir. Donc le savoir, ce n'est plus quelque chose que l'on sait d'avance, c'est ce que l'on découvre de constat avec les élèves au cours d'enquêtes mathématiques. Et peu importe que ces découvertes et autres trouvailles aient connu de Y étant dans la modélisation de l'enseignant. Ou pas, soit à portée de main, ou durablement inaccessible. Donc l'idée, c'est de proposer des contenus dans lesquels on va enquêter conjointement. Évidemment que les contraintes du système, quel qu'il soit, imposent des contraintes de temps, imposent des contraintes de contrôle. Donc ça, c'est le chercheur qui fait ça. Donc comment on pourrait transposer un dispositif de recherche dans des études, qu'elles soient des classes secondaires ou de l'enseignement supérieur, c'est la question qui est posée à l'IATIC et c'est les productions qui sont fournies aujourd'hui d'ingénierie qui essayent de moduler cela. Ça prend des années, c'est long, c'est laborieux, parce qu'il faut, compte tenu des conditions et des contraintes du système dans lequel on cherche à les implanter, penser des contraintes de temps, des contraintes d'examen, des contraintes organisationnelles. On évoquait tout à l'heure des étudiants de 300 et des études des groupes de 10. Ça fait partie des contraintes. Évidemment qu'on ne peut pas agir de la même façon dans ce cas-là. Donc c'est-à-dire une grande liberté pour l'enseignant, mais aussi énormément d'outils de contrôle et d'analyse des rétroactions de ce qui s'y passe pour refermer ou ouvrir sur ce qui s'y passe. Voilà. C'est une modélisation aussi du processus d'enquête qu'on appelle le schéma martien, où on aura un milieu, je vous parlais de milieu tout à l'heure, nourri de tas de questions, de tas de réponses qu'on ira chercher dans la littérature, qu'on ira chercher dans les connaissances anciennes, qu'on ira chercher dans les connaissances du professeur, on peut nous dépanner aussi quand on est coincé. Et dans les œuvres, c'est-à-dire on ira lire des livres, on ira écouter des émissions, on ira regarder une vidéo. Le but du jeu étant d'agir ici pour produire une réponse à la question qu'on s'est posée. Donc la question doit être porteuse d'énormément de parcours politiques. Et là, on avait retrouvé aussi les questions, la formation sur, j'ai oublié le protocole incendie et compagnie, là, des questions ont surgi. Je suis désolée. Des questions ont surgi. Il a fallu les travailler alors que ce n'était pas prévu par les formateurs. Et se permettre cette liberté-là, et par contre, tenir compte des contraintes conduites dans le système d'enseignement. J'ai été demandé. Des questions du monde didactique des mathématiques, et je reste là. Donc, j'ai bien montré qu'on avait des manques de connexion entre discipline secondaire et savoir supérieur, ce qu'on appelle la double discontinuité de Klein, donc Félix Klein, grand mathématicien, avec un prix associé aujourd'hui, prix prestigieux associé, qui évoquait cette double discontinuité entre secondaire et supérieur et mathématiques enseignement et mathématiques en sciences du produit. Le concept qui a été depuis développé, comme je l'ai montré, en transmission pratique. On a un point de formation des enseignants, parce qu'il a, je mets enthousiasme, voire pire, écœurement, puisque, voilà, une fois qu'on est en master, c'est plus la peine de faire des maths, puisque, en dehors des maths du concours, grosso modo. On prépare le concours, il faut bien faire des maths, mais faire des maths pour penser les maths enseignés plus tard, c'est encore, c'est inenvisageable pour enseigner. C'est encore pire avec les PE. Les futurs certifiés ou agrégés sont un peu plus conciliants, mais les PE, ils refusent. Il y a un énorme refus de travailler des mathématiques en dehors de vérifier un concours, et puis après ça ne servira plus à rien, parce qu'enseigner l'addition en CP, c'est bon, je sais faire. Donc voilà, ce que je sais faire, c'est-à-dire que ce n'est pas un savoir problématique. Et puis un projet de séminaire, ceux qui seraient intéressés, qui est à la fois porté par l'ULDR à Paris et par l'IMAG à Montpellier. C'est en route, c'est en train de se faire, avec potentiellement des communications et des articles dans la revue RDM, Recherche en didactique mathématique.
internationale de notre domaine, la revue de référence. Voilà, un grand merci. Alors, j'ai pas fait trop de mal. Oui, j'ai tout compris. C'était extrêmement intéressant et puis effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir différentes approches, des approches très basées sur l'expérience telle qu'on a pu en entendre ce matin. Et puis, grâce à toi, on a pu, tu as interrogé vraiment à bon escient et je te remercie, les termes, les mots-clés de cette... que j'ai utilisé pour présenter, intituler cette rencontre. Et c'est là où je vois que j'ai une déformation professionnelle, puisque je fais de la com, je mets des mots-clés. Je caricature un peu, je suis très contente qu'on puisse s'interroger, même si c'est pour l'instant encore à développer, les notions de pédagogie et de didactique. Et puis également, tu l'as montré, de créativité. Alors, je suis didactique, on s'est mis d'accord sur une définition aujourd'hui. Oui, voilà. c'est déjà dans un consensus dans la communauté sur une définition didactique qu'on ne retrouve pas dans la définition pédagogique. Donc on peut très bien en choisir une et travailler dessus. Il n'y a pas de bonne définition qui existerait. C'est un moment, il faut, comme en maths, on a une définition, point, et c'est peut-être c'est le côté matheux, certes, mais on a une définition et ça ne voudra rien dire de plus que ce que donne la définition. On aura peut-être d'autres acceptations sociales, mais elles ne seront pas une autre dans le cas qu'on a. Mais ce qui me paraît important, c'est déjà de se dire qu'il peut y avoir plusieurs acceptions, donc des pédagogies, et puis que, en fait, en montrant qu'il y a plein d'approches possibles, et ben, que ça n'est pas inné, il n'y a pas la vocation d'enseignant qui nous tombe dessus, et avec les savoir-faire professionnels, finalement. Donc ça me paraît extrêmement intéressant. Je donne tout de suite la parole à la salle et aux personnes en ligne. Si vous voulez intervenir et poser des questions à Farida ou vous donner vos remarques. J'en ai peut-être une, mais David. je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse en fait. Est-ce qu'il existe un moyen de mobiliser les enseignants à se poser des questions de didactique en mathématiques? La deuxième problématique que vous souleviez dans votre conclusion. Parce que c'est le problème, d'ailleurs c'est même pas qu'en maths, hein. C'est le problème qu'on constate partout. Enfin, je pense que tous ceux qui sont en ligne ou tous ceux qui sont ici sont des enseignants qui se posent cette question-là et voilà. Mais en fait, il doit y avoir environ 500 fois plus de personnel enseignant dans l'université qui ne sont pas là. Et comment on fait pour essayer de les attraper et de leur tatouer pédagogie dans le crâne? Là, je pense qu'on a entre guillemets une opportunité, c'est vraiment un point de vue strictement personnel, n'engage que moi, de public qui nous modifie. C'est-à-dire que la poussée sur l'enseignement primaire, elle s'est passée parce qu'on a eu diversité de publics, c'est l'éducation prioritaire. Les difficultés d'enseignement vont inciter à se poser des questions sur ce qu'on a pu enseigner. Donc, voilà. Cette nouveau, vous allez recevoir les premiers étudiants du nouveau baccalauréat. Donc qui vont être plus en demande. Donc en fait, ça vient venir du côté des étudiants, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est-à-dire que le public changeant, à un moment, c'est le principe même de la rupture. C'est-à-dire que ma routine, tant qu'elle fonctionne, je n'ai aucune raison de l'interroger. Surtout si je ne m'intéresse pas forcément à ce qu'elle produit, puisque j'ai acté que 30 à 40% des étudiants sont en échec à la fin de la première année. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est partout pareil. Sauf que là, si on se retrouve à 80% d'échecs, j'espère juste être complètement à côté de la plaque. On n'est pas du tout cette problématique-là, mais je ne vois pas d'autre chose que questionner ces pratiques, c'est-à-dire les avoir vécues en avoir vécu les limites. On a la formation initiale comme levier, donc il ne faut évidemment pas le lâcher. Il ne faut pas dégoûter les étudiants ou les futurs enseignants, quel que soit leur parcours, dans le cas de la formation initiale. Porter des questions qui ne seront pas résolues à l'issue de la formation initiale et arrêter de mettre en antinomie la pratique et la théorie. Voilà, ce que reprochent les étudiants pour avoir travaillé avec eux, c'est voilà, c'est super théorique votre truc. Là. Oui, mais on ne va pas commencer avec la chrono, la topo, d'entrée de jeu et dire voilà, le petit maternel pour avoir fait des PE. J'ai trouvé très difficile les PE. Les B? Les professeurs des écoles. À former des futurs certifiés en master maths ou des PE, j'ai vraiment trouvé je trouve beaucoup plus difficile de travailler avec des PE
alors que les contenus mathématiques, entre guillemets, sont engageants, le concours est 2 secondes. Donc, mais les amener à se positionner, à réfléchir et à essayer d'imaginer que dans une classe de maternelle, oui, on fait des maths, pas n'importe quelle maths. Et certainement qu'on fait du français, pas n'importe quel français, je maîtrise la langue. Je ne suis pas compétente, donc je reviens à ma compétence et ma didactique de discipline. Je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas, mais c'est très compliqué de les amener à se poser ces questions-là. Ils ne les vivront que dans leur pratique. Et on les voit revenir 2 ans, 3 ans après, dans le cadre de formation continue, parce que je fais aussi de la formation continue, où ben là, ils les ont vécu, leurs difficultés, le savoir va faire sens. On disait apprendre par à coup. Parce que tant que la question n'a pas été intégrée, la question à laquelle une formation répond, quelle question dans la formation répond, il faut la voir, il faut voir tout de suite, c'est quel savoir enseigner. Donc, comment les enseigner. Là, vous adressez à un public qui se dédie entièrement à faire ça. Oui. Dans le milieu universitaire, on a quand même ces profs un peu bipolaires qui doivent à la fois jongler entre leur métier de chercheur et leur métier d'enseignant. Et non, mais le mot bipolaire, c'est pas pour me moquer, hein, c'est vraiment, je pense que c'est 2 pôles. Non, mais c'est vraiment un exploit. Limite, pour ceux qui arrivent, c'est vraiment un exploit. Et en fait, cet exploit est très peu réussi de ce que j'en vois, en tout cas moi, de mes collègues. C'est qu'il y a soit ces collègues-là qui vont vraiment pencher d'un côté, qui vont vraiment se démener dans l'enseignement, soit qui vont pencher de l'autre côté et qui vont délaisser cet enseignement. Et c'est malheureusement dans le mood dans lequel on est actuellement, être producteur en recherche, c'est plutôt important. Et c'est plutôt, ma question, c'était aussi comment, mais effectivement, la réponse que ça vienne du côté des étudiants, c'est finalement une réponse assez satisfaisante. Mais c'est ces enseignants-là qui penchent leur balance du côté recherche, comment les faire repencher cette balance aussi du côté enseignement. En ramenant toute la noblesse, c'est compliqué, mais là, on fait partie d'une société où on a un statut qui s'appelle enseignant-chercheur. Ouais. Et ce statut porte en lui-même la contradiction, ouais. Les 2 pôles. Et ces 2 pôles, on les a systématiquement distingués avec quelque chose qui est crado, on met les mains dans le cambouis, on va enseigner, et qui est péjoré, ouais. Et quelque chose qui est noble, la recherche. Donc tant qu'on est dans cette tension, ouais. Là les recherches en éducation au sens large, sciences éduques, didactique, voilà, didactique, en mathématiques, on est en 26e section, mais c'est aux grandes dames des statisticiens, voilà, à tous évidemment, mais ça a été obtenu de haute lutte d'être, entre guillemets, récupéré récupéré dans la 26e. Ouais. Voilà, il y a une hiérarchie comme ça, qui est sociale, qui appartient pas à l'enseignant-chercheur. Dans la théorie dans laquelle je travaille, on pense institution. C'est-à-dire qu'un agent, quand il est dans une institution, il s'y assujettit. Et que tant qu'on ne fait pas bouger de manière beaucoup plus collective des valeurs dans cette institution-là, un enseignant-chercheur, il va rester dans cette tension-là. Et ce sera beaucoup moins valorisé de s'intéresser à l'enseignement, sous sa prise de source, tant que le public, tant que ces interactions-là ne vont pas être modifiées, oui. Tant qu'il n'y a pas une injonction forte. Dans le bac, on le vit de manière violente, c'est une injonction forte, c'est l'oral. C'est bien, c'est pas bien, voilà, en tant que chercheur, je ne me pose pas la question, c'est bien, c'est pas bien. Simplement, c'est l'injonction de l'oral. Une solution, ça serait de l'imposer aux collègues. Non, mais bon, voilà, on peut s'interroger d'où vient l'oral, oui. Les soft skills, comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de pressions qui font que tout d'un coup, des contenus d'enseignement vont être modifiés. Du point de vue du chercheur en éducation, on n'est pas en train de juger, on va se demander mais pourquoi tout d'un coup cette prégnance, qui en fait n'est pas si neuve, parce qu'au brevet, ça fait 4 ans que ça existe, où on a un système d'évaluation uniquement sur la forme, qui peut être dérangeant, qui perturbe beaucoup l'écosystème du FNAC. Mais à l'arrivée, c'est une pression sociale. On a des films, on va l'interroger, on a des films, l'art oratoire, des concours d'éloquence, merci. Je parle trop de conneries. Ok. Merci. Éloquence, et c'est bon. Et alors, en plus, et en plus, David a commencé à s'échauffer la voix. Et malheureusement, on ne peut pas reporter l'intervention de David cet après-midi. Je vous prie de nous excuser d'avance parce que David a réussi à se libérer, c'est très aimable à lui.
mais il doit repartir vers ses impératifs à 14h. Donc, je vous propose de faire preuve d'encore un peu de patience et d'attention pour l'écouter jusqu'à quand même une petite demi-heure et ensuite nous pourrons aller déjeuner. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida, et je pense qu'il y a vraiment encore